Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir France Guillain, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà car elle a écrit de nombreux ouvrages sur la santé, mais également sur la navigation à voile ou sur les voyages. Elle a développé une méthode issue de ses observations et du bon sens pour prendre soin de sa santé de manière préventive, dans l'esprit de la naturopathie, et j'avais envie d'en savoir plus sur son parcours et sur ce qui l'avait amené à concevoir cette méthode. Elle nous parle donc notamment avec passion des bains dérivatifs, technique qui consiste à utiliser des poches réfrigérées pour se rafraîchir la zone du périnée, afin de faciliter la circulation dans le corps des graisses brunes, ce qui procure de nombreux avantages pour la santé. Si vous ne savez pas ce que sont les graisses brunes, je vous renvoie à l'épisode 6 du podcast ou au livre de France. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur votre plateforme de téléchargement si vous appréciez ce podcast. Alors bonjour France, bienvenue sur le podcast La Santé par Nature. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui puisque tu es formatrice dans le domaine du bien-être. Tu as même créé ta méthode il y a quelques années, donc on va en parler plus en détail. Et tu es également auteur de nombreux livres sur la forme, le bien-être, la navigation, les voyages. Tu as même écrit des livres jeunesse. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découverte, puisque j'avais lu il y a quelques années certains de tes livres, notamment sur le bain dérivatif et sur la mastication. Voilà, et j'avais eu également la chance d'assister à une de tes conférences, à un salon bio, je ne sais plus lequel, mais à Paris. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu aurais envie de nous raconter un petit peu ton parcours hors du commun ? Tu me disais que tu avais été navigatrice pendant à peu près 20 ans, je crois, c'est ça ? Dans 17 ans. 17 ans, voilà. Alors, comment est-ce que tu es tombée là-dedans? Oh là là. C'est une aventure. Ça remonte, ça fait beaucoup d'années, ça. Ouais. Euh, En fait, pour rester dans la chronologie, on va dire, je suis née en France pendant la guerre de 1940, c'est-à-dire en janvier 42, ça veut dire que j'ai 82 ans. Hein, et Incroyable, incroyable. Si les gens voyaient l'image que j'ai devant moi, mais on dirait que tu as ça me fait 50 ans. rire parce que je continue d'aller glisser sur les vagues de l'Atlantique, je circule à vélo, en fait, et voilà. Ouais. J'ai une vie normale, mais je bosse hein, énormément. Et donc, et mes parents étaient des vrais résistants. Je dis ça parce que comme nous sommes dans une période où il y a beaucoup de résistance, Mhm. mes parents étaient des résistants qui ont été blessés, etc. Enfin, des vrais résistants, pas ceux qui écoutaient Radio Londres. Hein. Et donc, quand j'avais 5 ans, c'était après, en 1947, il y avait encore des tickets de rationnement en France, et puis c'était très difficile de travailler. Mes parents ont décidé d'aller à Tahiti, qui était l'endroit où était née ma mère. Ma mère est née à Tahiti, mais ma mère avait un père navigateur ma mère est née à Tahiti, mais à l'âge de 9 mois, elle était à l'île de Pâques. À l'âge de 4 ans, elle était aux îles Bikini dans le nord du Pacifique. Voilà. Et donc, mes parents sont allés à Tahiti où il n'y avait pas d'avion à l'époque. L'école s'arrêtait en classe de troisième. Voilà, mais au moins ils étaient sûrs qu'on aurait à manger, qu'on serait à l'abri, etc. Et ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour se payer le voyage et ils n'ont gardé que leur vélo et des livres. Voilà. Et puis, donc j'ai grandi là-bas et quand j'avais 13 ans, j'ai obtenu une bourse d'études et je suis venue toute seule en France. Et à partir de là, j'ai été autonome financièrement, c'est-à-dire j'avais une bourse et puis je travaillais pendant les vacances. À cette époque-là, travailler à 13 ans, 14 ans, c'était normal. Voilà. Donc, je suis complètement autonome depuis l'âge de 13 ans, je peux dire. D'accord. Et c'est important parce que c'est très différent. Ça aurait été très différent si j'avais été chez papa-maman jusqu'à 25 ans, hein, avec les parents qui payaient les études. J'étais pas du tout dans les mêmes esprits. Et puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait des études supérieures de physique et de maths. Je suis retournée à Tahiti, mais
je voyais passer des tas de voiliers avec des familles, etc., qui venaient d'Australie, qui venaient de Nouvelle-Zélande. Et pour moi, vivre sur un bateau, c'était normal. Ouais. C'était bon, c'était regardé par beaucoup de familles européennes comme des bohémiens, parce que j'étais regardée vraiment avec mépris par les Européens. Mais parce que les gens qui sont sur les bateaux, ben, comme ils lavent leur linge avec l'eau de mer, ben, ils sont pas tout à fait blancs, quoi. C'est un peu gris, alors ils paraissent sales. Enfin, bon, c'est des idées que les gens se font. Puis les gens qui sont itinérants, pour les Français et les Européens, c'est regardé avec beaucoup de suspicion. C'est la même chose en France avec les caravanes, hein. Et Mm. donc, j'avais envie, vraiment, toute mon enfance, j'avais rêvé de parcourir le monde. Et j'avais envie d'être oiseau ou poisson pour pouvoir gratuitement me déplacer et découvrir le monde. Et le bateau, c'est la combinaison du poisson et de l'oiseau, puisqu'on utilise l'air et l'eau. Mm. C'est exactement ça. Et donc, j'ai rencontré un garçon qui est devenu mon mari après, qui avait aussi envie de naviguer, il n'avait pas de bateau. Et puis un jour, on a décidé d'avoir notre bateau. Et pour avoir notre bateau, on a travaillé, on faisait de la photo stop à Tahiti parce qu'il n'y avait pas de développement photocouleur. Et nous, on avait les seuls appareils euh, qui permettaient de faire des photos instantanées. À l'époque, les photos instantanées étaient magnifiques, de très belle qualité. Ils Mm. ne sont même pas abîmés avec le temps. C'était les tout premiers instamatiques, pas instamatiques, les tout premiers, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui faisaient des grandes photos comme ça, de très belle qualité. Et c'était l'époque où il y avait l'armée française et toute la Légion étrangère qui venait pour construire l'aéroport. Enfin, construire, pas l'aéroport, mais la bombe atomique. C'était l'époque de la bombe atomique. Mais vous n'étiez pas né, hein, vous. Et, donc, et ça nous a permis de gagner un bateau très rapidement, en quelques mois. Mais le bateau le moins cher qu'on avait trouvé dans le monde, mais le plus solide, en acier, fait dans le nord des Pays-Bas, en Frise. Et donc, ça a été le premier départ, un bateau de 9,50 m. Comme moi, j'avais fait beaucoup de physique et de mécanique, j'ai redessiné un peu le bateau parce que leur bateau était fait pour les canaux et nous, il fallait un bateau pour la haute mer. Donc, il fallait passer d'un tirant d'eau d'un mètre 20, il fallait non, même pas, de 40 centimètres. 40 centimètres, il fallait passer à 1,70 m pour nous. Mm. Donc, il fallait recalculer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce chantier, comme j'en ai beaucoup parlé, eh bien, il a fait fortune après et il s'est installé à Amsterdam, alors que à l'origine, c'était un tout petit chantier à Dokkum en Frise, vraiment que personne ne connaissait. Euh, donc, on a fait la fortune de ce petit chantier. Et puis, moi, j'étais quand même très en avance parce que je voulais soustraire mes enfants au formatage de la crèche, de l'école maternelle, de l'école primaire. Je voulais pas que mes enfants soient soumis aux adultes tout petits. Je voulais qu'ils gardent la capacité de réfléchir et de faire des vrais choix. Et aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas. Mm. Et tu devais être, oui, effectivement, précurseur à l'époque. J'étais déjà d'actualité à cette époque-là. Mm. Je redoutais le formatage des enfants. Mm. Et donc, probablement parce que en France, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de télé à l'époque, hein, mais je m'étais rendu compte que ceux qui étaient à l'école très très jeunes étaient beaucoup plus obéissants, étaient beaucoup plus enfin, avaient beaucoup moins de libre arbitre que les autres. Mm. Plus ils étaient dans un milieu social jeune, moins ils avaient de libre arbitre, en fait. Et je pense qu'il faudra retourner vers ça, absolument. Je lisais récemment là que en Finlande, les enfants ne vont à l'école à l'âge de 7 ans. Ah, d'accord. Ouais. Mm. Et ils sont bien meilleurs à l'école que tout le reste. Que Mm. tout l'autre. Donc, voilà. Et moi, j'ai fait l'école à mes enfants pendant beaucoup d'années. Ma fille aînée, jusqu'en classe de 5e. Donc, ça faisait. Puis, comme j'ai eu 3 enfants sur les bateaux et après, j'en ai eu 5. Alors, j'ai divorcé assez rapidement. Voilà. Et puis, j'ai navigué seule pendant beaucoup d'années.
avec mes enfants. Et donc, voilà, grosso modo, hein. Et c'est le fait d'avoir eu à naviguer. Je suis partie avec un bébé qui avait 3 semaines la première fois. Et j'ai donc fait un stage de formation en hôpital. J'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà un diplôme de secourisme, mais je l'ai enrichi. Et je me suis rendu compte quand j'étais sur mon premier bateau, avec ma petite valise de médicaments qu'on avait bien réfléchi, mais pas de frigo, pas de congélateur, pas de pharmacie pour renouveler le stock, pas d'hôpitaux, etc. Je me suis dit, dans le monde, ayant grandi à Tahiti, mes parents, ils n'allaient jamais chez le médecin. Jamais. C'est même pas imaginable. Ma grand-mère soignait tout le monde elle-même. Enfin, Mhm. donc, je me suis dit, il y a beaucoup plus de monde sur Terre qui vit très bien sans toutes ces garanties, tout cet entourage chimique, médical, etc. Donc, il faut que j'observe comment ils mangent, comment ils font pour se maintenir en très bon état. Et donc, j'ai observé en naviguant tout autour du monde. Au fur et à mesure, je notais ce qu'il y avait dans l'assiette des gens, Ah oui. les quantités, comment les gens mangeaient, comment ils faisaient cuire, c'est vraiment sur le tas que j'ai appris ça. C'est-à-dire que j'ai noté dans tous les pays où je passais quel type d'aliments il y avait dans l'assiette, quelle combinaison ils faisaient, comment c'était préparé, et je regardais comment l'état des gens qui avaient 80 ans, 90 ans, qui étaient des gens autonomes, sans aucune maladie, sans rien. Et c'est comme ça que j'ai noté petit à petit. C'est comme ça que j'ai découvert que dans tous les pays du monde, on faisait les mêmes types de combinaisons alimentaires. Ce que maintenant j'appelle Miamo fruit, Miamo 5. En fait, je n'ai pas créé de méthode, j'ai simplement rassemblé ce que j'ai vu pratiquer ailleurs et qui ne coûtait rien. Je veux dire qui n'obligeait pas à avoir de l'argent. Il n'y a pas de complément alimentaire, il n'y a pas de petite poudre spéciale ou je ne sais quoi. Il y a pas de produits chers. Il n'y a Ouais. rien. Et pour moi, ça, c'était très important parce que j'ai toujours été convaincue que la nature nous met en permanence à disposition tout ce qu'il faut pour nous maintenir en bon état. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Nous sommes quand même un nombre d'habitants que personne ne connaît, en fait. On nous dit qu'on serait 7 ou 8 milliards, 9 milliards. Ça, c'est ce qu'on dit, mais ça n'a jamais été prouvé. Parce que quand des gens parlent de surpopulation, ça me fait un peu rigoler. Il suffit de regarder n'importe quel globe, un globe terrestre, et on voit bien qu'en réunissant toutes les plus grandes villes, euh, on est même à l'aise sur l'Alaska, hein. Mhm, Donc, mhm. la Oui. Terre est très peu peuplée d'êtres humains, très très peu. Et c'est très important d'en être conscient. Les gens qui parlent de surpopulation, c'est les gens qui sont dans des grandes villes. C'est Mhm. surpeuplé autour d'eux, mais c'est pas la planète qui est surpeuplée. Ici, par exemple, en Andorre, il n'y a que 8% du sol qui est occupé par les humains. 8%, D'accord. c'est très peu. Vous voyez, alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ce qui fait que j'ai noté au fur et à mesure, et quand je parle de gens en bon état, c'est pas des gens sur un fauteuil roulant, c'est pas des gens qui ont besoin de lunettes parce qu'ils voient plus rien, c'est pas des gens qui ont besoin de médicaments, qui ont des traitements et tout ça. Ce sont des gens qui ont vraiment aucun problème. Et en France, il y en avait beaucoup comme ça. Jusqu'en 1940, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient très, très âgés. Quand on nous raconte que les gens mouraient plus jeunes autrefois, c'est pas vrai. Il y avait une grosse mortalité infantile, Infantile, ouais, c'est ça. voilà. Mais cette mortalité À la infantile, naissance, quoi, en fait. voilà. Mais elle n'a jamais existé en Polynésie, par exemple. Mhm. En Polynésie, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes parce que dans tous les pays du monde, il naît grosso modo 102 garçons pour 97 filles. En Polynésie, cet équilibre s'est toujours maintenu, ce qui fait qu'il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes. Et comme il n'y avait pas de guerre qui tuait tout le monde, les guerres s'arrêtaient à la première soumission. C'est-à-dire que il ne faisait pas de massacre. Eh bien, éventuellement, une personne était blessée, elle pouvait mourir, mais c'est tout. Et donc, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes en Polynésie. Voilà pourquoi les femmes étaient très libres. Parce qu'il y a toujours eu un excédent d'hommes par rapport au nombre de femmes. D'accord. Vous voyez. C'est intéressant de comprendre ces notions-là. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Alors moi, quand on me parlait de la femme esclave de l'homme, en Polynésie, ça n'a jamais été comme ça. Les femmes étaient les égales des hommes, et puis c'est tout.
Euh, vous voyez, et toutes ces choses-là sont importantes parce elles ont joué un rôle dans cette égalité entre les hommes et les femmes m'a permis de comprendre, par exemple, ça vous va peut-être paraître étonnant, que Louis Kuhn, quand il décrit le bain dérivatif, qui fait faire de façon différente aux hommes et aux femmes, c'est absurde. Oui. Ça n'a pas de sens. Et c'est en interrogeant les vétérinaires que j'ai compris que j'avais raison. C'était la même chose pour les hommes et pour les femmes. Mhm, mhm. Louis Kuhn s'est trompé. Voilà. Euh, je ne dis pas que les hommes et les femmes sont identiques, mais les fonctions physiologiques des hommes et des femmes sont très, très, très similaires, à part la reproduction. Mais sinon, la digestion est la même, la circulation du sang est la même, etc., etc. Et donc, le bain dérivatif est le même pour les hommes et pour les femmes. Tu peux rappeler rapidement qui était Louis Kuhn? Alors Louis Kuhn, c'est un homme qui n'était qui vivait en ville jusqu'à l'âge de 17 ans. Son père était mort à l'âge de 27 ans d'une maladie sur laquelle je ne mets pas de nom parce que ça se passe au 19e siècle et qu'on n'avait pas les moyens d'investigation qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui ont écrit que c'était un cancer, mais je ne peux pas dire ça parce que nous n'avons pas les moyens de le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait des ganglions partout, des ganglions qui s'enflammaient régulièrement, qui lui donnaient de la fièvre, qui étaient douloureux. Et à 27 ans, il est mort, son père. Louis Kuhn, à l'âge de 17 ans, a commencé à avoir exactement la même maladie que son père. Et sa mère, ne sachant que faire et ayant peur que son fils meure aussi jeune, l'a envoyé vivre à la campagne, dans une ferme. Donc, il travaillait dans une ferme. Et parce que la vie était plus naturelle, à cette époque-là, il faut savoir que les usines étaient dans les villes. Donc, les gens respiraient de la dioxine, enfin, des tas de choses comme ça. Donc, elle l'a envoyé vivre une vie plus naturelle. Il avait amené sa petite chienne s'est cassée la patte, et Louis Kuhn lui a apporté du lait, lui a apporté des choses. La petite chienne n'a pas voulu manger. Pendant une semaine, elle a jeûné, elle n'a rien mangé, elle a mangé quelques herbes, et il a remarqué qu'elle se léchait alternativement la patte cassée et le sexe. Comme c'était une petite chienne, elle écartait les pattes, elle léchait l'entrejambe. Et Louis Kuhn en a conclu qu'elle léchait les grandes lèvres. S'il avait eu un chien, il aurait vu que c'était de chaque côté, que c'était les deux plis de laine. Mais comme c'était une chienne, il a pas vu, il en a conclu ça. Et du coup, lui, voyant qu'elle s'était rétablie en une semaine, il s'est dit, ben, moi, quand j'ai de la fièvre et que mes ganglions gonflent, je peux essayer ça. Apparemment, elle se rafraîchit cette zone-là. Donc, il est allé au bord d'une petite rivière et il s'est mis de l'eau sur le pénis. Avec un bout de tissu, il s'est mis de l'eau fraîche pendant une demi-heure sur le pénis, jusqu'à ce que la fièvre tombe. Et il s'est rendu compte que ça faisait tomber la fièvre, ça faisait dégonfler tous ces ganglions. Et du coup, il a prolongé et il s'est débarrassé complètement de cette maladie. Et il a construit toute son histoire à partir de là. Il a fait des essais sur des tas de gens, etc. À cette époque-là, on ne connaissait rien de ce qu'on sait aujourd'hui sur le bain dérivatif. Lui, il en a conclu que il s'est rendu compte que les gens qui faisaient ça et qui étaient trop gros perdaient leur surpoids. Il s'est rendu compte que les douleurs disparaissaient, etc., etc. Il a jamais parlé d'inflammation. Le mot inflammation, lui, il appelait ça de la fièvre. Voilà. Il disait qu'on avait une fièvre interne. Et donc, lui, il a pensé que ça faisait que ça attirait vers l'intestin toutes les surcharges du corps, il appelle ça des surcharges, qui étaient éliminées par l'intestin puisque les selles étaient plus importantes, etc. La personne mincissait, voilà. Et puis parallèlement, il a cherché quelle était l'alimentation la plus naturelle en observant autour de lui, etc. Et il a aidé énormément de gens toute sa vie. Voilà. On a quelque chose de plus scientifique qui suit Louis Kuhn, qui est Adrian van Der. Adrian van Der est un médecin qui a été directeur de sanatorium à Leipzig pendant 20 ans. Si vous allez sur Internet, vous trouvez Adrian van Der.
Adrian, Adrian, Vander, Vander. Il a écrit des livres, j'ai toute une encyclopédie de lui ici qui est en espagnol. Vraiment, ça représente 10 000 pages actuelles, c'est énorme. Et il a fait donc une encyclopédie concernant toutes les maladies. Et pour toutes les maladies, il donne des conseils alimentaires, il donne des conseils de tisane, de choses comme de cataplasme, etc. Mais pour toutes les maladies, quelles qu'elles soient, il recommande ce que lui appelle le bain vital, c'est-à-dire le bain dérivatif. Ok. Il a même fait des croquis, etc., pour illustrer. Et il écrit quelque chose de très important, parce que comme il était en sanatorium, il avait des gens malades. Eh bien, il écrit que le mieux, c'est de mettre des bandes froides au minimum 4 heures par jour, plus toute la nuit, que c'est beaucoup mieux que la friction que conseillait Bucune. Parce qu'il dit que c'est trop brutal. Donc, Adrian Vander, lui, préférait vraiment les bandes froides à l'époque où il n'y avait pas de congélateur. Vous imaginez faire des bandes froides en 1957, c'est-à-dire prendre de l'eau bien froide, essorer les bandes, les mettre et les changer tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures parce que ça tient pas longtemps. Voilà. Vous imaginez un peu le bazar. Ouais, logistiquement, ça devait être compliqué, effectivement. Voilà. Alors, il y a des jaloux qui disent que les poches froides elles m'appartiennent pas, hein. Elles ont été inventées pour gagner de l'argent. Non, elles correspondent à quelque chose de beaucoup plus normal. Et en réfléchissant, le bain dérivatif, il remplace quoi? Il remplace le fait de marcher tout nu quand il fait chaud. Quand on marche tout nu, quand il fait chaud, on a la sueur qui n'est pas absorbée par les vêtements et elle se concentre là où on a des poils, en particulier dans l'entrejambe. Et en marchant, elle s'évapore, elle apporte de la fraîcheur et elle élimine en permanence l'état inflammatoire. Et moi, qui ai vécu avec les papous qui vivent nus, j'ai vécu avec les Mélanésiens qui vivent nus, j'ai vécu aux Philippines où il y a des îles où il y a encore les gens vivent nus. Ces gens-là, ils sont jamais malades. Ils n'ont jamais rien parce qu'ils marchent beaucoup et ils ont la chaleur. Et cette ventilation, ils sont jamais malades. Et en Papouasie, le médecin-chef de l'hôpital m'a dit que les Papous, quand ils ont la malaria, ils font le bain dérivatif en plus. C'est-à-dire que, parce que la malaria, ça fait monter la fièvre, c'est la fièvre qui tue. Eh bien, ils font le bain dérivatif et en une semaine, ils n'ont plus rien. Et après, il n'y a plus rien dans le sang. Ils peuvent donner leur sang. Ils l'ont une fois et ensuite, ils ont fait leur immunité. Donc, j'ai eu aussi un très, très vieux médecin africain qui est décédé maintenant au Cameroun et qui m'avait dit que les Africains faisaient ça. Avant, ils ne mouraient pas du paludisme. Et ils faisaient le bain dérivatif, tout Ok, simplement. d'accord. Ouais. Mais tout ça, ça a été interdit par les colons parce que c'était le sexe. Il fallait s'habiller. Et dès l'instant où les gens se sont habillés, eh ben, la sueur était recueillie par les vêtements. Les gens n'avaient plus cette fraîcheur dans l'entrejambe. Mais si vous regardez les religions, la religion musulmane, la religion juive, il y a les ablutions tous les jours. Et ces ablutions, elles existaient chez les chrétiens jusqu'en 1542, jusqu'au concile de la ville de Trente, où elles ont été remplacées par je me lave les mains. Mais toutes les religions transmettaient le bain dérivatif. Parce que on devait 5 fois par jour faire ça, se mettre de l'eau fraîche dans l'entrejambe en disant une prière qu'on n'avalait pas à toute vitesse. On va en reparler, ça. Voilà. Et donc, les gens faisaient des bains dérivatifs. Et D'accord. c'est une pratique qui existe dans le monde entier. Donc, en fait, toi, finalement, l'originalité de ce que tu apportes, c'est d'avoir rendu ça accessible à tous grâce à Voilà. des poches de gel qu'on met au congélo, Voilà. c'est ça? Voilà. Et en fait, les poches de gel, c'est pas moi qui ai pensé, c'est un chercheur du CNRS Ah, ok. qui a eu l'idée parce qu'elle avait des problèmes de poids et des problèmes aux jambes. Elle avait eu 2 enfants. Et puis, comme elle n'avait pas, je lui avais dit de faire 3 fois une demi-heure sur le bidet par jour. Et comme elle avait vraiment pas le temps, à cause des enfants qui étaient jeunes, etc., elle a eu l'idée, dans le labo où elle travaillait,
à l'hôpital Saint-Louis à Paris, tout simplement, d'utiliser des poches de gel qu'ils avaient, eux, pour leurs éprouvettes. Elle les a coupées à la bonne taille, elle a mis dans son slip. Et puis, au bout d'une semaine, elle me dit, mais France, tu sais, ça marche très bien parce que mes jambes gonflent plus. Je perds du poids pareil. Vraiment, je pense que ça vaut le coup de faire ça. Et moi, j'ai d'abord utilisé une poche avec des glaçons. Je me suis retrouvée sur une flaque. Après, j'ai pris des bouteilles. Ensuite, des grandes poches du sport, etc. Et petit à petit, ben, on a avancé comme ça. D'accord, ouais, parce que tu avais créé effectivement des poches qui Et, s'appelaient Yoku là alors, une c'est pas moi époque, qui c'est les ai ça? créés, hein, je n'ai que conseillé. D'accord. Moi, j'ai jamais rien fait de. Enfin, moi, je ne fabrique rien et Oui. je n'ai pas de société qui fabrique. Je n'ai qu'une société qui enseigne. Je n'ai pas de, je suis pas du tout commerçante. Mm, mm, Même quand je me déplace, je n'apporte pas mes livres. Enfin, tu mm. vois. Donc, Bon, enfin, en tout cas, bah, j'avais connu, suite au livre que j'avais lu de toi, ces poches Yokul là que j'avais utilisées. oui, Et maintenant, c'est mieux maintenant. tu utilises une autre type de poche maintenant, les Oui, poches elles sont 36,6 moins degrés, c'est chères. ça? Elles sont moins chères. Elles sont bien plus hygiéniques parce que c'est du plastique chirurgical qu'il y a Ah, dessus. d'accord. Mm. Et ce plastique, tu le laves, tu l'essuies, tu peux le remettre tout de suite au congélateur, ce que tu peux pas faire avec les poches, avec du tissu. Ouais, En plus, à l'intérieur, c'est pas du gel. Le gel absorbe très rapidement la chaleur. C'est des petites billes qui ressemblent à de la neige, si tu veux. Ça fonctionne, il y a de l'air dedans. Et donc, le froid tient plus longtemps. d'accord, ok. Et elles sont plus petites et plus ergonomiques. Et elles coûtent moins cher. Donc, franchement, moi, j'en ai depuis 6 ans maintenant. Elles n'ont pas bougé. Donc, tu dépenses quoi, 55 € pour 4 poches, et tu en as pour au minimum 6 ans et probablement plus, puisque les miennes, elles sont comme au Bah, départ. ceci étant dit, les poches Yokul que j'ai, elles sont toujours en bon état. Bon, alors, Ça dépend comment on les ouais, utilise, parce que moi qui les utilisais beaucoup, petit à petit, le gel ouais, diminue. d'accord. Alors, je les utilise peut-être pas assez, effectivement. Voilà, parce que moi, je les mets tous les jours. Je les mets tous les Ouais, jours, toute la journée, tous les jours. tous les jours, toute la journée. Ah ben, Ouais, je me suis rendu compte, pendant longtemps, j'ai cherché combien de temps c'était intéressant, ouais, et je me suis rendu compte que plus on les met, mieux on se porte. Il d'accord. n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la meilleure réponse, c'est tout le temps coller chez soi. Parce que ce qui est aberrant, c'est d'avoir le derrière enveloppé. Oui, c'est ça, voilà. C'est C'est pas pour normal. compenser, en fait, quelque chose qui est Le non fait qu'on physiologique, est quoi. Voilà, enveloppé, ouais, la sueur ne peut pas s'évaporer et on est beaucoup statique, c'est-à-dire soit debout, soit assis, mais on ne marche pas à grandes enjambées avec possibilité de rafraîchissement de l'entrejambe. ouais, c'est ça. Si tu regardes les femmes en 1950 vivaient clairement 10 ans de plus que les hommes. Elles n'avaient pas de contraception. Elles faisaient des enfants même quand elles n'en pouvaient plus. Elles auraient dû mourir plus jeunes que les hommes. Elles mouraient 10 ans plus tard que les hommes. La grande différence entre les hommes et les femmes à cette époque-là, c'est que les femmes n'avaient pas de collants, n'avaient pas de jeans, elles portaient pas de pantalon. Elles avaient des jupes et elles avaient, la plupart, travaillé debout et marchaient toute la journée. Elles étaient institutrices, elles marchaient. Elles étaient infirmières, elles faisaient le ménage, voilà. Et donc, elles marchaient énormément et elles avaient tout Agricultrice le temps aussi, ouais. les cuisses au frais, Mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elles éliminaient l'état inflammatoire beaucoup plus que les hommes. Ouais, c'est ça. Tu vois, la différence, elle est là, hein. Mhm, mhm. C'est Et intéressant. ouais, c'est passionnant, ouais, tout à fait, ouais. Et donc, alors, ta méthode, elle se base pas uniquement sur les bains dérivatifs, c'est également l'alimentation. L'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est tout le travail du docteur Jean-Michel Berry, un Mhm. endocrinologue français qui était à Bordeaux. Il est décédé en 2020, hein. Euh, je lui ai fait faire, je lui ai organisé des conférences pendant des années. Tous les étés, j'allais dans le sud-ouest dans mes vagues, mais j'étais responsable de l'organisation des conférences d'un centre de vacances de 12 000 personnes. Et donc, je faisais venir des conférenciers tous les jours. Et lui, je l'ai fait venir parce que j'ai entendu parler du travail qu'il faisait. Il travaillait sur les graisses brunes. Personne ne travaillait sur les graisses brunes. Il était le seul à pas travailler sur les graisses brunes. Et il s'était rendu compte que les femmes à Bordeaux, qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Asie, qui venaient du Pacifique,
quand elle mangeait de façon traditionnelle, c'est-à-dire vraiment le miamo fruit, miamo 5 en fait, quand elle mangeait de façon traditionnelle, elles n'avaient pas de problème de ménopause, aucun problème de ménopause. Elles n'avaient pas de problème de surpoids, rien du tout. Et donc, il s'est intéressé à leur alimentation. Il faut savoir que quand même, dans les années 50, les gynécologues français écrivaient des livres où ils disaient que 30% des femmes européennes n'avaient aucun problème de ménopause ni de surpoids, euh, et qu'elles avaient une bonne sexualité. Mais ils n'avaient jamais pensé à leur alimentation. Ils n'avaient pensé que, ils s'étaient dit, c'est peut-être parce qu'elles ont une bonne sexualité. C'était plutôt rigolo. Mais ben oui, parce qu'ils se disaient, à la ménopause, elles ont plus de risque de faire d'enfants, donc elles ont peut-être une vie sexuelle plus importante, et ça vient de ça. Mais Jean-Michel Berry, lui, s'est posé la question, puisqu'il y avait déjà la contraception, eh bien, il s'est posé la question de leur alimentation. Et il s'est rendu compte que toutes ces femmes faisaient le même type de mélange. Et il a été le premier à décrire le repas à 5 éléments que nous appelons Miamo 5. Et effectivement, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que les graisses, on peut fabriquer des graisses brunes qui sont fluides avec ça. Et nos membranes cellulaires, en fait, on nous les montre rondes sur les croquis, mais c'est comme si on nous disait qu'une marguerite est ronde. En fait, une membrane cellulaire, si tu la mets à plat, elle couvre un court de tennis. Hmm. Et elle est très très fine, mais elle est froissée autour du noyau et elle est faite de 60% de gras. Si le gras est un gras sec et dur, tu es maigre parce qu'elle se resserre. Si le gras est volumineux expansé, eh bien, elles peuvent gonfler jusqu'à 40 à 50 fois leur volume. Ce qui fait que les gens qui grossissent, ils n'ont pas plus de cellules. Ils ont des cellules qui ont gonflé. Si tu leur fais un régime euh, privatif en leur enlevant les féculents, en leur enlevant l'huile, en leur enlevant toutes ces choses-là, comme font beaucoup de régimes, si tu les restreins là-dedans, les cellules vont se vider de leur mauvais gras, mais le corps va devenir flasque. Les seins vont pendouiller, les fesses vont pendouiller, le ventre va être flasque. Si par contre, tu leur fais fabriquer du bon gras, ce qu'a fait Jean-Michel Berry, eh bien, à ce moment-là, le bon gras remplace le mauvais gras et le corps se raffermit, les seins se raffermissent, les fesses se raffermissent, tout le corps se raffermit. Tu peux perdre 40 kilos sans pendouiller de nulle part. Et tu n'as pas de privation de calories ni d'aliments. Et donc, lui, au contraire, il faisait rajouter de l'huile. Oui. De consommer 6 cuillères d'huile. Oui, d'ailleurs, dans le miam aux fruits, qui est le petit déjeuner que tu Voilà. proposes, bah, on Alors lui, mélange de l'huile voilà. avec. Voilà. Lui, il n'avait pas le miam aux fruits. Ouais. Et c'est moi qui lui ai fait connaître le miam aux fruits parce qu'il faisait faire 3 miam aux 5 par jour. Alors, miam aux 5, ça correspond à quoi exactement, à peu Alors près? le miam aux 5, c'est l'équivalent d'un couscous, d'une paella, etc., D'accord. d'un tagine. Tu as 5 éléments que tu retrouves toujours, qui sont soit céréales, soit tubercules. Alors, tubercule, ça peut être patate douce, igname, tout ce que tu veux, selon le pays où tu te trouves. Tu vois. Mhm, mhm. Tu peux même mettre du quinoa à la place de la céréale. Ouais. Une tranche de pain, ça remplace la céréale. Euh, Là-dedans, tu as des légumes. Tu as une cuillère à soupe de légumineuses, comme dans un couscous. Dans un couscous, tu n'as pas beaucoup de pois chiches. Il ne faut pas dépasser ça. Il le faut absolument, mais il ne faut pas dépasser. Euh, un peu de protéines animales, ça peut être un bouillon de poulet, de poisson, ça peut être un petit bout de poisson. 20 grammes de viande ou de poisson suffisent pour un travailleur de force, pour une journée. Donc, tu n'as pas besoin de grande quantité, c'est juste pour compléter rapidement les acides aminés de manière à ne pas fatiguer l'organisme à les fabriquer. Et puis, un corps gras. Voilà. Donc, tu vois, c'est toujours ces 5, tu trouves ça en Italie, tu trouves ça dans tous les pays du monde. Ce mélange-là, ce sont des plats emblématiques dans le monde entier. La Mhm. paella, c'est composé comme ça. Mais on a déformé ces plats. Aujourd'hui, quand on te fait un cassoulet, par exemple, on te met une platée de haricots, alors que si tu interroges les vieux du Sud-Ouest, c'était une cuillère à soupe. C'était Ah, pas d'accord, ouais, une ouais, ouais. platée. Euh, Oui, il n'y avait pas un plateau de charcuterie, il y avait une petite rondelle de saucisse par personne. Par contre, il y avait énormément de légumes. Tu vois?
Ouais. D'ailleurs, ces plats un peu traditionnels, comme tu dis, aujourd'hui, souvent, je trouve que c'est difficile à digérer, Parce qu'ils ont justement, sans été doute parce que les proportions ne sont pas correctes, quoi. complètement. Un bon exemple, tu vas au Maroc, dans un restaurant, tu veux un couscous, eh ben, tu as le choix entre le couscous pour les Européens, avec un plateau de merguez et tout ce que tu veux, hein, et puis Le tu couscous as, royal. voilà, et tu as le couscous marocain autochtone, moins cher, où tu as très peu de protéines animales, mais où tu as énormément de légumes, D'accord. tu vois. Ouais. Donc, moi, je connais même des Français que j'ai vus manger avec moi un couscous où ils mettent tous les légumes à part, ils les mangent pas. Ah oui. Oui, donc c'est Imagine. le monde à l'envers, quoi. Ouais. Exactement, c'est le monde à l'envers, tu vois. Donc, on a déformé. Alors, il faut les refaire comme on doit les faire. Ouais. Sinon, toute la cuisine traditionnelle est une cuisine intelligente. Par exemple, le boudin aux pommes, si tu mets pas de pommes fraîchement coupées, si tu mets pas de vitamine C avec le boudin, tu vas pas fixer le fer. Oui. Tu vois. Toutes les, tout ça, ça a été étudié très, très, très bien. Les traditions, par exemple, tradition juive qui demande de ne pas mettre de produits laitiers avec la viande. Eh bien, l'INSERM a démontré que chacun empêche la digestion et l'assimilation de l'autre. Donc, et d'ailleurs, les paysans, autrefois, avant la guerre de 1940, quand ils mettaient du lait dans la soupe, il n'y avait pas de viande, ni de saucisson, ni choses comme ça dans le même repas. C'était soit le produit laitier, soit du fromage, soit la viande, mais pas les deux. En Ouais, Italie, tout à fait. Ouais. pareil, c'était une protéine ou l'autre, mais ils ne mettaient pas les deux. Tu Mm, vois? mm, mm. Oui, aussi parce que on a un capital enzymatique qui est défini et si on met trop de protéines différentes comme ça, ben on va Bien complètement sûr, épuiser nos enzymes, on n'arrivera plus à digérer rien du tout, quoi. évidemment. Tu Ouais. vois? Donc, Et, euh, et ça me fait penser que quand tu étais en mer, quand tu naviguais pendant des mois, qu'est-ce que tu mangeais sur ton bateau? ben, la même chose, parce La même que chose? alors, j'avais pas de congélateur ni de frigo, mais le chou, par exemple, le chou paumé, il se conserve un mois et demi, Ah ouais. tu vois, sans frigo, à condition qu'il soit bio et à condition qu'il n'ait pas séjourné du tout dans aucun frigo. Donc, quand j'allais acheter mes légumes, je faisais très attention. Je les apprenais aux producteurs et en étant sûr qu'ils n'étaient jamais passés par un frigo. Et bien, je mangeais du chou cru pendant un mois sans problème. Il y Hmm. a autre chose. Alors, les tomates et tout ça, je les enveloppais avec 3 épaisseurs de papier, chacune séparément. Et tous les jours, j'achetais une fois et demie ce dont j'avais besoin pour la traversée. Je savais que j'allais perdre un tiers. Donc, tous les jours, j'allais vérifier tous les légumes pour prendre ceux qui étaient les plus mûrs, etc. Enfin, les œufs, je les enrobais de vaseline pour que l'air ne passe pas. Tu vois, enfin, ah Mais ben, comment est-ce que tu avais découvert ces techniques-là? Empiriquement ou tu avais observé non, parce d'autres que, navigateurs qui faisaient ça? bah, tu sais, quand on est navigateur, on interroge les autres navigateurs. Ouais, Il y a des traditions qui se transmettent de navigateur en navigateur. ouais. C'est un univers, hein, la navigation. C'est un univers qui est très rude. Parce que la navigation, c'est un bateau, tu es secoué dans tous les sens, jour et nuit, non-stop. Euh, tu vois, Bon. je peux te dire que ça muscle les bébés. Ma fille est née à 4 mois, elle marchait debout Ah oui, d'accord. en se tenant. Tu vois, ça fait 6 pages dans la revue par an. Tu vois, Est-ce que ils avaient pas t'as déjà eu peur sur le bateau? Tu des t'es fait peurs. peur? Ouais. Alors, la peur, je l'ai jamais eue en naviguant. Par contre, j'en ai eu froid dans le dos en le racontant 2 ans plus tard. Si tu veux, quand tu es dans le feu de l'action, tu n'as pas la place pour la peur. Tu es concentré sur chaque chose que tu dois faire à chaque seconde. Donc, peur, non. En naviguant, non. Mais par contre, après coup, en racontant, là, tu te fais froid dans le dos, tu rends compte à côté de quoi tu es passé. Hmm. C'est, j'avais, on m'avait interrogé là-dessus justement pour une revue si j'avais jamais eu peur. Et j'expliquais que quand on navigue, il n'y a pas la place pour la peur. Celui qui a peur, il navigue pas. C'est pas possible. Tu vois?
Tu es concentré sur chaque geste que tu as à faire. C'est, il y a qu'à terre qu'on peut se permettre d'avoir peur et appeler au secours. Enfin, tu Hmm. vois, c'est quand tu es tout seul sur ton bateau, que tu n'as pas de moyen de communication, tu peux pas appeler par la radio, par le téléphone, ni quoi que ce soit. Moi, c'était mon cas. J'avais aucun moyen de communication avec la Terre. Donc, et ça durait des mois. Donc, tu es obligé de faire face. Tu vois? T'as pas le choix. Même quand tu te blesses, etc., tu dois trouver le moyen de t'en sortir. Sauf que là, tu avais parfois des enfants aussi à bord, donc Ah, si, j'avais mes enfants. voilà, ça devait être quand même quelque Ah oui, chose oui, psychologiquement. mais je faisais très attention à eux, hein. Ils n'ont jamais eu d'accident, ni de problème, ni de maladie. Jamais, 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 jamais. Et est-ce que tu en as fait des navigateurs également? Ah ben, j'en ai même une qui avait acheté un bateau. Ah ouais, ok. Elle l'a revendu au bout d'un certain temps parce qu'en France, avoir un bateau, ça veut dire ça coûte très cher. Quand tu vis dessus, c'est pas un problème. Quand elle a acheté son bateau, c'était à La Rochelle. Il y avait une exposition de bateaux sur la mer. Et euh, elle était jeune, hein, elle avait 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle voit un bateau qui était dans ses prix, genre, je sais pas, peut-être 10 000 euros, tu vois. Et alors, donc un bateau très simple, extrêmement simple. Mais elle est attirée par ce bateau. Elle demande au gars qui le vendait, est-ce que je peux visiter? Alors lui, il est un peu surpris de voir cette petite nana, tu vois. Et il lui dit, vous voulez, je vais vous montrer la cuisine. C'était rudimentaire. Elle dit, non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est le fond de cale, etc. Elle a regardé les haubans, elle a regardé tout l'accastillage et tout ça. Et il était sidéré. La cuisine, elle s'en foutait complètement. Ce qui l'intéressait, c'était comment le bateau était construit. Et c'était un très bon bateau. Et, quand elle lui a dit elle avait grandi sur un bateau et qu'elle était presque née sur le bateau, quoi, et elle avait navigué, il a compris et il était très content parce que les gens n'étaient pas attirés par son bateau parce qu'il n'était pas aussi rutile, enfin, il paraissait moins moderne. Il avait été fait en Ukraine, figure-toi. Ah, ok. Le gars, chaque année, achetait un bateau en Ukraine et le vendait en France. C'était des bateaux faits pour la pêche en Ukraine, tu vois, mais Hmm. voiliers, avec gréé en voilier. Et donc, et c'était un très très bon bateau qu'elle avait acheté. Tout petit, il faisait 9 mètres, tu vois. Mhm. Mais enfin, 9 mètres, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais, mais elle avait choisi un très bon bateau, un vrai bateau marin. Est-ce que c'est le fait d'avoir été en mer comme ça qui t'a fait toucher du doigt l'importance du soleil pour la santé? Alors, là aussi, tu vois, ce que j'ai observé dans le monde pendant énormément d'années, parce que vu mon âge, j'ai passé énormément d'années où il y avait les produits solaires n'existaient pas. Il faut être conscient de ça. C'est très important, ça. C'est Moi, très récent en fait, oui, les crèmes solaires. j'ai eu 40 années de ma vie sans produits solaires. Mhm. Et les produits solaires, sous les tropiques et tout ça, les gens n'ont jamais eu de cancer de la peau. 75% des cancers de la peau sont dans les pays tempérés. Alors, quand même, et ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Ah, il y a la couleur de la peau aussi qui joue avec la Non, mélanine. non, ça n'a rien à Non, voir. toi, tu penses que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mhm. Et donc, moi, j'ai deux de mes enfants qui ont une peau de rousse, qui sont par leur père. Elles bronzent comme moi. C'est manque de graisse brune. D'accord. Tu fais, je fais bronzer tous les roux et les rousses que je veux. Ils se mettent à manger comme il faut. Ils font les bains dérivatifs et ne brûlent plus jamais au soleil. Mhm. Ça, c'est vraiment, alors là, il n'y a aucun doute. Et en 1998, enfin en 96, il y a eu des émissions à la télévision et puis des articles dans la presse disant qu'on allait tous cramer parce que la couche d'ozone, etc., et qu'il fallait absolument mettre des crèmes. Et comme nous, on allait tous les ans dans le sud-ouest, j'ai j'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai j'ai acheté les crèmes maximales 50. 50, ouais, ouais. Mhm. C'était une espèce de pâte blanche qui restait blanche sur la peau. Je peux te dire que mes enfants râlaient, mais c'était ça ou pas de plage, hein. Donc, j'ai fait ça très consciencieusement pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, j'ai vu apparaître sur la peau de mes enfants des taches, enfin, des choses qui n'avaient jamais existé. Et je me suis dit, c'est aux endroits où il manquait de la crème.
Or, il est sorti en 98, en août 98, je ne sais plus, ça m'intéresse, je crois, ou, non, ou Science et Avenir, tout un dossier expliquant que c'était les crèmes qui donnaient le carcinome. Alors là, j'ai réfléchi pour le coup. Je me suis dit, mais en Polynésie, il y avait plein d'Européens, ils n'avaient jamais de cancer de la peau. En Afrique, on a un oncle qui était ingénieur agronome, il faisait des plantes médicinales, ils n'ont jamais eu de cancer de la peau, etc., etc. Je me suis dit, là, c'est autre chose. Et dans cet article, il y avait eu une étude faite pendant 4 ans de Dr. Marianne Berwick aux États-Unis. Elle avait bien démontré que c'était les crèmes solaires qui donnaient le carcinome. Elle a eu un blâme du National Cancer Institute. Ça les faisait râler. En France, 7 années d'études faites par le professeur Jean-François Doré, ça ne s'invente pas, Doré, de l'INSERM de Lyon. Il avait étudié ce qui se passait sur la peau des enfants depuis le cours préparatoire jusqu'en classe de 5e, en demandant aux parents quelles crèmes ils utilisaient, s'ils utilisaient des produits solaires ou pas. Et chaque année, il notait sur chaque enfant ce qui apparaissait sur la peau. Donc, il a démontré la même chose. Et il a même dit que les personnes qui mettaient jamais de produits solaires, mais qui étaient en bonne santé, elles n'avaient pas tout ça. Mmh. Donc, c'était super intéressant. Et Jean-François Doré devait faire une émission avec moi sur Europe 1, avec Marc Menant. Ça a été annoncé pendant 15 jours qu'on allait être tous les deux interviewés sur Europe 1. Et la veille de l'interview, il a reçu l'interdiction d'y participer. Ah ouais. Tu te rends compte? Ouais. Voilà. Mais il disait, lui, il écrivait que les gens qui étaient au soleil toute l'année n'avaient jamais de cancer de la peau. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en Afrique, le mélanome existe chez les Africains sous la plante de leurs pieds. Ah oui. C'est-à-dire, ils ne marchent pas sur les mains, les Africains. Hein. Donc, ils n'ont pas la plante des pieds au soleil. Hein. Tout simplement, ils marchent sur les pesticides des plantations. D'accord. Et en agriculture, il y a eu 2 fois reconnaissance de mélanome chez des agriculteurs comme accident du travail, une fois à Rennes et une fois à Bourges, reconnus par le tribunal liés aux pesticides. Tu vois? D'accord, ok. C'est Ah, intéressant quand même. Hein. intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et sinon, un des piliers de ta méthode aussi, c'est l'argile. Donc, comment est-ce Oui. que tu l'utilises, toi, et pourquoi est-ce que c'est intéressant dans une optique de santé préventive? Alors, en préventif, on peut boire de l'eau d'argile. Hmm. Alors, moi, je suis très, très proche de la nature. Euh, il est déconseillé de boire de l'argile quand on a de l'hypertension. Ça, il faut le savoir. Voilà. C'est la seule interdiction. Mais en dehors de ça, boire de l'eau d'argile, on peut faire vérifier par un médecin. On prélève un peu de sang d'un doigt, au bout d'un doigt, et on note la rapidité de coagulation, la viscosité, la couleur, etc., etc. On boit de l'eau d'argile pendant 3 semaines, c'est-à-dire qu'on met une cuillère à café d'argile surfine dans un verre d'eau, on remue, on laisse reposer toute la nuit et on ne boit que l'eau. 3 semaines plus tard, on refait le test du sang et les différences sont spectaculaires. D'accord. Les femmes voient la différence du sang de leurs règles. C'est très intéressant parce que ça nettoie le sang, vraiment bien. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Je parle au niveau prévention. Hein. On peut aussi, alors, moi, je mets aussi ça, enfin, pour moi, c'est déjà du soin, mais ça peut être de la prévention pour beaucoup de personnes psychologiquement, mais elles auraient intérêt à le faire. Dès qu'on sent la moindre petite douleur quelque part, euh, ça arrive, on a une petite douleur dans un genou, juste quelques secondes, en descendant les marches de l'escalier. Ah tiens, j'ai une petite sensation. Oh, ça m'arrive tous les 2 mois, hein, ça m'arrive pas souvent. Mais moi, là, je conseille de faire des cataplasmes d'argile pendant plusieurs semaines, parce que
c'est le cerveau qui envoie un signal disant que c'est en train de se détériorer au genou. Et il vaut beaucoup mieux faire ça pendant plusieurs semaines, tous les jours 2 heures par exemple, pendant 6 semaines. Eh bien, on répare et la douleur ne revient plus du tout. Ouais. On a réparé. Ça, c'est de la bonne prévention. Ça évite la détérioration des cartilages, la détérioration de l'os, etc. Et puis en Ceci plus, dit, ah vas-y, pardon. voilà. Ceci dit, j'ai des IRM de réparation du cartilage et de l'os avec commentaire écrit réparation de cartilage et réparation de l'os d'une dame entre l'âge de 56 ans et 58 ans et l'autre 74 ans, 76 ans qui ont réparé le cartilage, qui ont réparé l'os Mm. avec l'argile plus l'alimentation plus le bain dérivatif. Les trois. Ouais, Et l'une l'a fait en 10 mois, l'autre en 11 mois. d'accord. Et on a les deux IRM. Génial. Super intéressant. Oui, en plus, l'argile, il faut le préciser pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'utilisent pas, c'est vraiment, c'est quasiment gratuit. Ça ne coûte rien quasiment. Et voilà, c'est complètement naturel, quoi. Alors, l'argile, pour moi, j'en ai toujours chez moi au moins 12 kilos. Parce que Mhm. si on a, moi, comme je fais du vélo, etc., si on a le moindre accident, il en faut tout de suite beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pas le moment, il faut pas que ça soit un week-end où c'est fermé, ou un lundi où c'est fermé, etc. Donc, faut avoir l'argile sous la main. Mm, Moi, je mm, mm. recommande à toute personne d'avoir au moins 6 kilos d'argile chez elle dans un coin. Ouais, 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 tout à fait. Mm. Mais concasser, ça, il y a une date de péremption parce que c'est une obligation en France, mais ça ne se périme pas l'argile. Mm, mm, mm. Oui, d'ailleurs, on dit souvent que les animaux, quand ils se sentent pas bien, bah, ils vont se rouler dans la boue, dans la terre. Et c'est exactement la même chose que les cataplasmes d'argile. Voilà. Voilà. Alors justement, comme nous, alors là, merci Monsieur Raymond Dextrait, parce que Mm. comme nous ne pouvons pas toujours nous rouler dans l'argile, eh bien, Raymond Dextrait s'est rendu compte qu'en faisant un cataplasme sur la nuque, sur le cou, à l'arrière, là, et en même temps un sur le bas du ventre, mais contre le pubis, enfin juste au-dessous du pubis, hein, très très bas sur le ventre, pas contre le nombril, hein, mais plus Mm. bas, eh bien, on a des effets similaires à se rouler dans l'argile. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est quand même plus pratique. Intéressant. Donc, Oui, c'est sûr. se rouler dans l'argile, si on se rase dans la baignoire, après les tuyauteries, c'est fini, hein. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien avec France Guillain. Donc je vous invite à écouter la suite dans la deuxième partie.